Ça fait un moment qu'on vous en parle de cette série de hors-série consacrée aux technologies. Technologies abordées sous un angle un petit peu différent avec Sébastien. C'est une idée, d'ailleurs tu vas nous expliquer ton idée. C'est toi qui voulais faire cette série de hors-série. Il y avait des choses à en dire et c'est ce que nous allons faire, Sébastien. Oui, c'est une idée qui est partie sur un coin de table avec un de nos amis podcasteurs et on s'est Oui. dit, bah tiens, effectivement, il y a une série de gens qui ont malheureusement une déficience visuelle ou qui sont carrément non-voyants et ils jouent avec la technologie comme nous et comment ça peut les aider. Donc voilà, ça c'était Mm. l'idée initiale et on est parti sur une première idée qui est effectivement la vie de tous les jours. Comment est-ce que ils se promènent en rue? Comment est-ce qu'ils peuvent s'aider de la technologie pour s'orienter? Est-ce que ça leur pose des problèmes, certaines évolutions? Mm. Et voilà. Mais donc Et c'est donc un l'idée peu c'était, comment ils vivent. pour en parler, il nous fallait un témoin quelque part. Hein. Ça a été trouvé par Oui, Aurélien nous a déniché la perle rare, j'ai presque envie de dire, Sébastien. oui. Ce qui nous a amené au courant du mois de janvier à Ce Paris. qui, ce qui nous amène à Paris. À Alors, on Paris voit avec qu'on notre... y est bien, là, on est Voilà, à Paris. on voit la Tour Eiffel sur ton smartphone, une belle photo. Voilà. Et donc nous avons été à Paris rencontrer David, qui va se présenter lui-même. Bonjour David, merci de nous accueillir ici sur Paris. Et donc, commençons par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais. Bonjour Sébastien, bonjour à tout le monde. Donc David Damota, je suis déficient visuel, passionné de nouvelles techno, de tout ce qui est lié donc à l'informatique, on va dire tout ce qui peut aider les personnes déficientes visuelles. Et donc voilà, vraiment j'essaye tous les produits qui peuvent me rendre service et qui sont sympas à utiliser. Et donc, Voilà. et pas uniquement pour te rendre service, hein, parce qu'ici on est Oui. dans les bureaux Voilà. de ta société Voilà. qui aide donc les déficients visuels. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est ça. En fait, donc effectivement, on a fondé donc Accès Solutions, donc on a une société qui a maintenant une quinzaine d'années, où on va donc proposer des solutions. Donc on intervient sur beaucoup de volets, donc le conseil de prime abord au départ, la proposition d'aide technique, la fourniture, l'installation, le support, la formation et aussi la mise en accessibilité, qui est vraiment de gros travail, c'est de rendre accessibles les interfaces qui ne sont pas accessibles aux déficients visuels. Mhm. Voilà, Donc plein de défis professionnels dont on parlera également, mais plein de défis dans la vie de tous les jours. Donc un des premiers défis que tout le monde voit, c'est dans la rue. En fait, qu'est-ce que la technologie peut faire aujourd'hui pour aider un déficient visuel à s'orienter dans la rue? Alors, dans la rue, effectivement, aujourd'hui, mis à part les choses les plus courantes, c'est-à-dire la canne blanche et ou le chien guide, éventuellement, pour une personne en cécité, y a toute la technologie, donc souvent rattachée à des smartphones, c'est-à-dire via notre mobile, qui soit adapté plus ou moins en fonction, soit spécifique ou non, d'ailleurs. Donc ça peut être aussi bien un iPhone qu'un téléphone adaptés par des sociétés spécialisées qui vont permettre de nous aider. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait déjà de nous localiser, donc de savoir où on se situe, de pouvoir vraiment marcher et savoir où on est. Et ensuite, les vrais GPS, comme tout à chacun, qui vont nous guider pour nous déplacer dans la rue. Mais les GPS, effectivement, un GPS comme on utilise classiquement, est-ce qu'on peut utiliser un Waze ou est-ce que c'est des applications spécifiques? Alors, bien sûr, on peut utiliser effectivement les applications comme Waze, Google Maps et autres, mais qui, elles, ne donnent pas un niveau de précision qui est suffisant, on va dire. On va plutôt utiliser d'autres applications, nous, qui vont donner des informations qui sont essentielles pour nous. C'est sur un GPS standard lambda, effectivement, il va nous dire à 1 km, tournez à gauche. Pour nous, tourner à gauche à 1 km, c'est oui, mais j'ai 5 rues à traverser, alors ok, mais est-ce que j'ai fait 1 km? Est-ce que j'ai pas fait de kilomètre? Non. Nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment des GPS qui nous disent en temps réel
s'il faut continuer tout droit, s'il faut à la rue qui est face à soi, c'est est-ce que je dois continuer tout droit, est-ce que finalement j'ai fait le kilomètre, etc. Donc, et d'être rassuré, c'est-à-dire que quand on est en voiture, 1 kilomètre ça va très vite. En roulant bien, c'est 4 minutes, hors grève. Maintenant, à pied, 1 kilomètre, c'est, allez, en marchant vite, 15 minutes, voire 20 minutes, quoi. Donc là, c'est vite des inquiétudes. Voilà, il faut qu'on soit sûr de là où on est, quoi, en fait. Et donc, toi ta préférence aujourd'hui en rue, c'est plus le GSM, le smartphone, la canne, le chien guide? Bah, j'ai eu les deux. Aujourd'hui, je suis à la canne blanche. Après, dans les cannes, il y a bien sûr des systèmes électroniques hein, aussi, comme les cannes blanches électroniques, là, les cannes électroniques, qui vont aussi aider les gens. Moi, personnellement, je suis à la canne. Ancienne méthode. Bon, le chien guide est très très bien, mis à part que en France, comme dans d'autres pays, il y a toujours les problèmes de réglementation. Vous savez, il faut tout le temps justifier dans les magasins, comme qu'on a le droit de rentrer avec un chien guide, etc. Bon, bref. Donc moi, toute cette partie-là, c'est ce qui m'a fatigué, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai personnellement opté pour la canne. C'est que voilà, la loi existe, mais difficilement, pas toujours appliquée. Donc la solution la plus confortable, c'est le chien guide. Mais avec les contraintes, voilà. Les contraintes sur le fait qu'il faut toujours se battre pour que les gens comprennent que le chien guide a le droit d'aller dans les magasins, a le droit d'aller dans les restaurants, etc. Voilà. Mais dans la rue, effectivement, tu dois t'orienter, mais il y a aussi toute une problématique de choses dont on parle très souvent dans le podcast, les voitures électriques. Est-ce que les voitures électriques, par exemple, ça vous pose un problème spécifiquement? Oui, alors, les voitures électriques, c'est un peu comme les trams. Les trams, ils font du bruit, mais pas tant que ça. Je dirais qu'aujourd'hui, les voitures électriques, c'est qu'on ne les entend pas arriver. C'est vraiment très, très silencieux. Donc, pour pouvoir traverser en toute sécurité, c'est vrai que je sais qu'aujourd'hui il y a des réglementations qui ont été mises en place grâce à effectivement des gens qui se battent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur toutes ces questions-là liées à l'handicap et qui font que il y a des normes qui se fassent dans les villes, etc. Que ce soit pour tout ce qui va être repérage, tout ce qui va être signalétique, etc. Et qui ont travaillé donc sur ces aspects-là de la voiture justement, que la voiture fasse du bruit en dessous d'un certain kilométrage, pour qu'on puisse les entendre. Okay, donc un point dont s'était moqué à l'époque, si je ne m'abuse, c'était cela, mais donc c'est quelque chose qui est important pour vous et important pour la sécurité. Mais c'est pour la voiture. Voilà, mais la sécurité de tous en fait. Moi, j'ai déjà entendu des gens valides dire, voilà, dans le métro ça parle. Alors, au départ, les gens ça les étonnait quand ça a été le début. Mais aujourd'hui, même les valides, dans le métro, quand ça parle, ça leur rappelle, quand on est dans les nuages, que c'est sa station et qu'il faut descendre. Et donc, des fois, on s'aperçoit aux dernières minutes. Mais pour nous, c'est une aide. Mais je pense que c'est aussi un plus pour les gens non handicapés, visuels, etc. Pour le commun, pour tout le monde, quoi. Oui, et donc l'évolution, effectivement, on a les voitures électriques, mais tu mentionnais d'autres endroits. On a les ascenseurs, les terminaux de paiement. On a plein de choses qui ont évolué ces derniers temps vers du tactile, vers plus d'écran. Est-ce que, par exemple, un ascenseur, ça pose plus de problèmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans à utiliser? Technologiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Alors, sur l'ascenseur en lui-même, c'est pas devenu très gênant, on va dire, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des normalisations qui font qu'aujourd'hui, il y a du relief positif sur les ascenseurs, etc. Par contre, effectivement, il y a certains types dans des grands immeubles où, effectivement, il va y avoir des boutons avec des commandes qui sont à l'extérieur et qui, là, sont assez problématiques pour nous. Parce qu'effectivement, c'est souvent des écrans tactiles où on ne sait pas trop à quel étage est l'ascenseur, lequel qui arrive, etc. Donc ça, c'est pénible pour nous. Oui. Mais ce n'est pas la majorité. On va se dire qu'aujourd'hui, on a plus de problèmes avec les écrans tactiles qui se démocratisent un peu partout et qui n'ont pas de solution de contournement. Donc du tactile qui parle, ça existe. Ça existe depuis des années. Je veux dire, même Tollback sur Android, ça existe depuis quand même un paquet d'années. Aujourd'hui, les grosses structures qui mettent des terminaux bancaires, la SNCF avec les bornes tactiles, la RATP aussi avec leur machine, ils ont des boutons quand même un petit peu. Bon, je suis désolé, mais personne. Bon, il y a le système bancaire qui a quand même aujourd'hui trouvé des solutions. Dans certains distributeurs, il y en a quand même de plus en plus où on peut brancher un casque. Et donc après, ça coupe les commandes à l'écran et donc tout se fait en vocal via le casque. Mais à part les distributeurs,
qu'on trouve beaucoup à Paris. Par exemple, la SNCF, on peut rien faire, par exemple. Et là, en plus, pendant qu'eux mettent ces guichets en disant c'est génial, on peut servir plus de gens en même temps, ils suppriment les guichets, donc vous Moins avez de personnel. moins d'alternatives, Bah oui, vous êtes parce obligé que- d'y passer. Bah, on est obligé d'y passer. C'est-à-dire que, et puis le pire, c'est ce qui est dingue dans cette histoire-là, c'est qu'en plus, en fonction du type de transport qu'on prend, on va pouvoir le faire par Internet ou pas. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui veut prendre un train TGV, on peut aller sur l'application SNCF, donc web, mobile ou autre, pas de problème. On prend un intercité, bah, sur l'appli, il y a des trains qu'on ne peut pas réserver. Donc ça ne se fait que en gare. Donc on retire les guichets, parce que effectivement les bornes automatiques, c'est moins problématique, ça sert plus de monde. Mais à l'inverse, bah, nous, on ne peut pas y accéder. Donc du coup, on ne peut pas prendre ces billets-là. Donc c'est quand même compliqué, oui, c'est compliqué. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'efforts à ce niveau-là. Et quand tu dis effectivement, tu dis plus d'efforts, est-ce que aujourd'hui il y a du lobbying pour tout ce qui est technologie de la part des malvoyants et des aveugles pour justement une meilleure accessibilité? Bah, je pense que en France, après c'est mon avis, hein, je pense qu'il manque un petit peu de cohésion. C'est-à-dire qu'il y a 4 grosses structures en France, 4, on va dire, une grosse structure, on va dire, d'associations qui sont plus ou moins en entente, les 4. Et effectivement, c'est vrai que est-ce qu'il y a une parole unique vis-à-vis de ces pouvoirs publics, ou est-ce que les pouvoirs publics font la sourde oreille? Mais à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, ça n'avance pas. En tout cas, le distributeur tactile de la SNCF, il existe maintenant, à mon avis, depuis au moins, je dirais, à mon avis, pas loin d'une dizaine d'années, je pense. Il faudrait peut-être vérifier sur Internet, mais je pense que c'est pas loin d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, il n'y a toujours rien de fait. Et pourtant, ils ont quand même un pavé téléphonique standard pour la partie paiement. Donc c'est-à-dire que des solutions et des possibilités, ils pourraient. Ok. Mais voilà, il faut vouloir, quoi. Rentrons un tout petit peu, j'ai encore un dernier point ici pour ce numéro-là, et un point qui fait débat chez tout le monde en général, c'est Linux, Windows ou PC? Parce que voilà, effectivement, on a un PC à la maison. Et pour toi, alors du coup, quel est ton choix préféré? Linux, Windows? On parle à titre personnel. À titre personnel, principalement, j'utilise du Windows. Maintenant, j'ai déjà utilisé du Mac, je sais utiliser du Mac. Je travaille sous Linux, mais pour des besoins de serveur. Très peu. Hein. Linux, vraiment, je fais quelques commandes par-ci par-là. Hein. Je ne suis pas un pro Linux. Après, c'est une question de préférence, de goût personnel. En tout cas, en France, de ce que moi je remarque sur le terrain, c'est que de toute façon, en entreprise, à 80-90% des cas, c'est du Windows. À part dans la partie communication, dans la partie marketing, un peu dans cette partie-là, un peu audiovisuelle, qui d'ailleurs là pour le coup c'est plus Mac, en tout cas pour nous en tout cas. Mais effectivement non, sous Windows c'est ce qu'il y a de plus courant, je dirais, aujourd'hui en France. Après Mac, il y a une petite communauté de déficients visuels qui l'utilisent. Et sous Linux, je dirais, c'est plus les gens qui font de la technique, c'est-à-dire les gens qui font des études informatiques ou qui font du développement, ou des geeks, ou des anti-Windows, des anti-Mac, qui vont dire non, nous c'est Linux, voilà, c'est la vie. Donc en fait, aussi bien chez les voyants que chez les malvoyants et les non-voyants, la guerre existe toujours, on a les camps, on fait du Windows, on fait du Mac, suivant... toujours, bien sûr. Voilà, on n'a pas réglé, ni chez vous non plus, la guerre Mac-Windows. Après, il n'y a pas vraiment une guerre, en fait. Je pense qu'il y a les pro-Mac et les pro-Windows, en fait. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de Windows que de Mac. Après, à la décharge de Mac, par contre, c'est vrai qu'un PC Windows, au bout de 4-5 ans, il est mort, en général. C'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on veut d'Apple, leur PC, des fois, au bout de 7-8 ans, le PC, on n'a pas changé une batterie, on n'a rien fait. Et le truc, il s'allume toujours aussi vite. Et c'est stable. La qualité audio est bonne, la qualité vidéo est bonne. L'ergonomie pour nous en tant que déficients visuels est complexe. Quand je dis complexe, c'est que, en tout cas en vocal, pas en zoom, mais en vocal, effectivement, quand tu utilises VoiceOver notamment, sous Windows, on va faire des raccourcis de 1 à 2 touches en général. Sous Mac, on est plus de l'ordre de 3, 4, voire 5 touches. Donc on est quand même, il faut être un peu pianiste, on va dire. Et quand je dis 5 touches, c'est pas pour faire une action complexe. Non, c'est juste pour passer en mode interaction avec un tableau. C'est juste, j'ai envie de faire flèche haut, flèche bas dans un tableau. Donc effectivement, il faut passer en mode interaction. Donc là, on fait
contrôle, option, mage, flèche bas. Bon, je dis pas qu'on n'y arrive pas, mais bon, juste pour faire flèche bas dans un tableau, bon, voilà, c'est la logique Apple, quoi. Et donc aujourd'hui, la médaille, c'est côté Windows. Moi, perso, qui voilà. le Je dis plus pas. utilisable. Alors, moi, je trouve qu'il y a plus de gens, en tout cas, qui sont sous Windows. Moi, personnellement, je préfère Windows. Aujourd'hui, quand même, la stabilité de Windows 10, c'est quand même bien amélioré, hein, très clairement. Même la cohérence vis-à-vis des machines. Aujourd'hui, on prend un Windows, on le déploie sur un Toshiba, sur n'importe quelle marque. Ça se débrouille, quoi, en fait. C'est plus comme à une époque, avec les histoires de pilotes, etc., où c'était hyper compliqué. Maintenant, je trouve que quand même toute cette partie-là, c'est quand même bien amélioré. Et tout ce qui est device, donc quand on prend des afficheurs braille ou d'autres, tous ces Tout est compatible. devices en général sont plus compatibles sous Windows ou Alors, généralement, les fabricants font quand même un très gros travail de ce côté-là. À part sous Android, où c'est là où ça pose le plus de problèmes en général, généralement, tous les afficheurs braille, qu'ils soient afficheurs simples, c'est-à-dire sans fonction interne, qui soient bloc-notes avec des fonctions internes et qui se connectent donc à un autre périphérique, généralement sont compatibles Windows, Mac, Linux, via BRLTTY et iOS, donc sous iPhone, iPad et autres. Là où ça pose un peu plus de problèmes, c'est sur Android. Sur Android, il y a Brailleback, mais qui ne gère pas tous les produits. Et il y a BRLTTY pour Android aussi qui existe, mais qui, pareil, demande une technicité pour réussir à faire marcher son afficheur braille. C'est pas comme sur d'autres produits où il y a juste à cliquer. Par exemple, je branche une plage braille sous Windows, j'ai rien à faire. Avec JAWS ou avec NVDA, dans JAWS, il y a juste à choisir le nom de la plage dans le logiciel. Dans NVDA, il n'y a même rien à faire, il y a juste à relancer le screen reader, donc le logiciel de revue d'écran, et hop, ça prend tout seul le braille. Donc il n'y a rien à faire, quoi, en fait. Ok. Donc j'ai une toute dernière question pour terminer ce numéro, et puis effectivement on aura plein d'autres questions dans le futur. Tu me disais en off qu'il y avait beaucoup plus d'aveugles aujourd'hui qu'avant. Où sont-ils ? Ça c'est oui, ça c'est une boutade assez rigolote. Oui, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, dans la rue, nous on a remarqué, les déficients visuels en général, on a remarqué qu'on se fait beaucoup plus bousculer aujourd'hui qu'à une époque, parce que les gens ont le nez coincé dans leur smartphone, ils marchent sans regarder devant eux, et donc on se fait bousculer à tour de bras sur les trottoirs. Et ça, c'est parce que, effectivement, aujourd'hui, les gens sont aveugles, parce qu'ils ne regardent plus ce qui les entoure, ils sont le nez toujours dans leur téléphone, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient problématique, parce qu'avec tous les handicapés qu'il y a en France, il y en a un paquet. Voilà pour ce premier rendez-vous avec David de chez Access Solutions, Sébastien, qu'on va retrouver dans le prochain épisode, où il sera question de smartphone, parce que ça n'en a pas l'air, cet appareil qui est ô combien visuel pour nous en tout cas, a également des usages dans la vie quotidienne des personnes malvoyantes ou non-voyantes, et c'est ce que nous allons découvrir dans le prochain hors-série. Je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Non, tout à fait. Et il y a plein de choses à en dire. Je vous engage à nous suivre dans le prochain numéro. Voilà, à très bientôt.